le tour de la question. Donc l'objectif de la présentation, c'est de connaître la définition, les facteurs éthiopathogéniques qui sont dominés par les Mycobacter pylori et les ALS, savoir différencier deux entités, donc nous avons l'ulcère duodénal et l'ulcère gastrique, donc là on va voir les différentes particularités, savoir évoquer le diagnostic devant les différentes présentations cliniques, donc le rôle de l'endoscopie digestive dans la confirmation du diagnostic et le rôle dégénératif, c'est très important, potentiel d'un ulcère gastrique et bien sûr connaître la prise en charge thérapeutique avec l'aide de l'éradication de l'Helicobacter pylori. Donc un mode historique, donc juste pour savoir que l'ulcère gastrique a été décrit la première fois par un certain monsieur Jean Crevellier, donc il est un chirurgien anatomo-pathologiste. En fait, on avait décrit 4 présentations d'ulcères qui avaient perforé. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale? Quand on revient à la définition, l'ulcère gastrique ou duodénal, ils se définissent de la même manière, donc sur le plan anatomo-pathologique. Donc, comme une perte de substance, mais cette perte de substance atteint en profondeur la musculeuse, c'est très important. Et lors de la cicatrisation, donc il y aura constitution d'une cicatrice scléreuse. Donc comme vous le voyez, il y a une différence entre érosion, entre désulcération et entre un ulcère, qu'il soit gastrique ou duodénal. Donc c'est une pathologie qui est quand même fréquente, mais qui a tendance à diminuer depuis justement l'avènement de l'éradication de cet Helicobacter pylori. Donc sexe ratio 2 hommes pour une femme. Donc la mortalité est liée, il faut savoir que c'est une pathologie qui est pénible donc, en soi, mais c'est les complications qui peuvent aboutir à une certaine mortalité. L'ulcère duodénal est plus fréquent que l'ulcère gastrique. Les étiologies, comme nous l'avons dit, retenons Helicobacter et ALS, bien qu'il y en ait d'autres, et le traitement bien codifié. Donc, quand et comment peut-elle survenir cette maladie ulcéreuse? Donc, dans notre corps, il y a une certaine homéostasie au niveau de l'estomac. Donc, il y a des facteurs protecteurs. Donc, le gène, le mucus, les bicarbonates, l'épaisseur de la muqueuse gastrique, la microcirculation. Donc, tout ça protège l'estomac, si vous voulez, contre pourquoi l'estomac ne s'auto-digère pas. Donc, parce qu'il y a tous ces éléments qui protègent mon estomac. Donc, ensuite, parallèlement, il y a des facteurs d'agression. Donc, les facteurs d'agression, justement, cet acide chlorhydrique qui est à l'intérieur, donc qui est responsable de la digestion des aliments, donc pepsine, etc. Donc il y a un équilibre entre le bien et le mal, si vous voulez. Donc au cours de la maladie ulcéreuse, qu'est-ce qui va y arriver? Il va y avoir un déséquilibre. Donc entre ces facteurs d'agression et ces facteurs de défense. Donc ces facteurs d'agression, on va voir plus en détail l'hélicobacter et les ALS. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Donc le stress, quand on dit le stress, attention, ce n'est pas le stress des examens, le stress de la vie quotidienne, mais c'est un stress important, c'est le stress du corps. Comme un patient qui a eu par exemple une intervention chirurgicale, qui a été hospitalisé en réanimation, et tout ça, c'est là que le stress rentre en jeu. Donc le tabac. Est-ce que le tabac est un facteur direct d'agression? En fait, pas tout à fait. Donc, le tabac est un facteur qui potentialise la maladie ulcéreuse. Et on va voir que c'est un facteur qui est très important de résistance au traitement. Ça ne sert à rien de traiter une maladie ulcéreuse si le patient continue de fumer. Donc, il fera tôt ou tard d'autres complications. Donc, et il y a une certaine, il y a des écrits qui parlent d'une prédisposition génétique. En fait, on ne sait pas si c'est réellement des gènes ou bien c'est des membres d'une même famille qui ont été exposés aux mêmes facteurs environnementaux. Donc, question pour les corticoïdes. On nous pose souvent cette question. Est-ce que les corticoïdes induisent la maladie ulcéreuse? En fait, seuls ils ne sont pas ulcérogènes. D'accord? Donc, c'est un facteur qui favorise. Voilà. Alors, chose importante à connaître. Donc, dans l'ulcère duodénal, c'est plutôt les facteurs d'agression qui sont prépondérants. Donc, il faut qu'il y ait une hypersécrétion gastrique acide. Elle est indispensable pour la survenue d'un ulcère duodénal.
sûr, l'ulcère duodénal survient surtout chez le sujet jeune. Quant à l'ulcère gastrique, ce déséquilibre est plutôt lié à une diminution des facteurs de défense par l'atrophie de la muqueuse, par différentes c'est-à-dire prédispositions. Donc c'est une sécrétion, la sécrétion gastrique, elle peut être normale, mais elle n'est pas indispensable à la survenue. Donc c'est quelque chose d'important à connaître. Donc l'agression dans le duodénal et la diminution des défenses dans l'ulcère gastrique. Donc on revient à ce fameux Helicobacter pylori. Donc là, l'Helicobacter pylori est une bactérie donc hélicoïdale, gram-négative. En fait, donc c'est un agent virulent, très virulent. Donc c'est un agent carcinogène. Il a été classé par l'OMS comme un agent carcinogène de type 1. Et c'est la première cause de néoplasie digestive d'origine infectieuse. Donc ce n'est pas de la blague, l'HPV. Donc en fait, la contamination est surtout durant l'enfance. Donc comment est-ce qu'il va agir cet HPV? En général, il va produire une gastrite qui sera aiguë, puis chronique. Elle peut être asymptomatique. Donc ensuite, il peut se développer un ulcère. Donc dans la majorité des cas, c'est des ulcères duodénaux. Dans 70%, on peut avoir des ulcères gastriques. Et attention, l'ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc un ulcère gastrique a toujours ce potentiel dégénératif. Donc comment cet Helicobacter va agir? Donc il va grignoter cette muqueuse gastrique, mais il a deux façons de faire. Donc dans l'ulcère duodénal, c'est ce qu'on vient de voir. Donc il y a l'hypersécrétion gastrique acide. Donc il va favoriser cette hypersécrétion acide. Il y aura cette acidité élevée, donc va créer une métaplasie gastrique. Donc n'oublions pas que la métaplasie est un tissu qui est normal par sa constitution, qui est anormal par sa localisation. Et la métaplasie, donc il va coloniser le bulbe et ça va donner un ulcère. Donc c'est un mécanisme en fait indirect par une augmentation de la sécrétion gastrique acide. Par contre, dans l'ulcère gastrique, l'HP il va agresser directement vu qu'il y a une diminution des défenses. Donc il a devant lui un adversaire qui est tout petit. Donc la muqueuse qui est atrophiée. Donc voilà, donc c'est par mécanisme, l'ulcère survient par un mécanisme direct. On passe aux INS. Donc, si vous vous rappelez, donc, dans les facteurs de protection, donc on avait parlé de mucus, on avait parlé de la muqueuse, mais il y a aussi ces fameuses prostaglandines, donc qui protègent la muqueuse gastrique. Donc, qu'est-ce que vont faire ces INS? Donc, vont inhiber ces prostaglandines. Donc, elles vont inhiber le protecteur, donc il y aura une agression. Donc, les H+, puisqu'il n'y a pas ces prostaglandines, il y aura une rétrodiffusion. C'est comme si l'estomac allait s'auto-digérer. Donc le HP va être nocif pour cet estomac. Donc, et comme vous le savez tous, donc la théorie des Cox, donc les INS inhibent donc ces prostaglandines, donc il y a un effet indésirable. Donc il y a différents INS, donc, et comme vous le savez, donc supérieur à 300 mg, ça a un effet anti-inflammatoire. Donc entre 75 et 300 mg, c'est un anti-agrégant plaquettaire. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc risque relatif à 4 pour les INS, 1,5 pour l'aspirine, et il est plus faible pour les INS qui sont sélectifs. Donc c'est maintenant, l'examen clinique. Quelles sont les circonstances de découverte de cette maladie ulcéreuse? Quand est-ce que je dois y penser? Donc, notre sémiologie, donc une douleur ulcéreuse typique, c'est de siège épigastrique, cette sensation de faim douloureuse, donc c'est postprandial tardif, soulagé par la prise d'aliments, d'antiacides. Donc c'est des patients par exemple qui ne peuvent pas jeûner. Quand ils jeûnent, ils ont cette douleur puisqu'ils se réveillent la nuit pour manger. Donc il faut s'imaginer que c'est un trou. D'ailleurs on dit en arabe donc, et que les aliments bouchent ce trou. Donc une fois que les aliments partent, le trou va redevenir libre. Donc il y aura cette douleur.
Mais malheureusement, ceci n'est retrouvé que dans un tiers des cas. Donc, on peut avoir des douleurs atypiques, c'est plus de 50% des cas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément rythmé par l'alimentation. C'est des douleurs atypiques, il ne sait pas. Vous lui dites, vous avez mal quand tout le temps. Ça peut être des crampes, des brûlures sans horaire fixe. Ça peut être de découverte fortuite, asymptomatique, comme un ulcère qui va être asymptomatique. Qui fait ça? Eh bien, n'oubliez pas que si un patient est sous AIMS, il peut y avoir un effet antalgique de ces AIMS. On peut le découvrir aussi par une complication, malheureusement, donc une perforation, une hémorragie, une anémie, une sténose. Donc, l'examen clinique est généralement normal en cas de pathologie. Donc, à retenir, donc, il y a des facteurs qui favorisent les formes compliquées. Plus le patient est âgé, supérieur à 65 ans, donc s'il a déjà un antécédent d'ulcère compliqué, s'il prend des AINAS, s'il prise concomitante d'anticoagulants, donc retenons que c'est l'ulcère postérieur, donc qui saigne, puisqu'il y a l'artère gastro-duodénale postérieure, c'est l'ulcère antérieur qui perfore, et c'est, comme on dit, le duodénum, il y a le bulbe, donc c'est en forme d'oignon, donc c'est l'ulcère de la pointe qui peut sténoser. Parce que quand il y a inflammation, après l'inflammation, donc il y a un tissu de cicatrisation. Donc comme la pointe est petite, donc il peut y avoir une sténose. Donc si il est réveillé par une hémorragie digestive, attention. Donc devant toute hémorragie digestive, lorsque l'on fait l'endoscopie digestive, elle est à connaître, la classification de Forest. Donc la classification de Forest, c'est un langage commun entre médecins. Le gastro-entérologue effectue l'endoscopie, il vous donne un compte rendu, le médecin généraliste doit pouvoir interpréter, comprendre ce que c'est. Donc, grosso modo, le Forest, plus il est petit, plus il est grave. Plus il est grand, mieux c'est. Donc, un Forest 3, c'est un ulcère qui est propre. Mais si c'est un 1, attention, un 1, c'est un saignement actif. Un 2-1, c'est un vaisseau visible, etc. Donc, plus il est grand, mieux c'est. Plus il est petit, plus c'est grand. Donc, comment confirmer cette maladie ulcéreuse? Donc, ça va de soi. En fait, le diagnostic positif ne peut se faire que si le patient effectue une endoscopie œsogastro-duodénale. Donc, devant votre interrogatoire, le diagnostic est évoqué par la clinique, par les symptômes que le patient vous rapporte. Mais il est confirmé par l'endoscopie digestive haute. Donc, attention, tout patient supérieur à 45 ans, symptomatique, ou bien le patient moins de 45 ans avec des signes d'ARA doit toujours bénéficier d'une endoscopie digestive. Encore mieux, vous vous rappelez quand on avait dit douleur atypique. Tout patient supérieur à 45 ans, il lui faut tout symptôme digestif implique une exploration. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Comme vous le voyez, dans l'endoscopie, c'est une perte de substance. L'ulcère, on le voit en blanc. C'est pas comme on s'imagine, c'est rouge, donc voilà, donc recouvert de fibrilles. Donc il peut siéger dans l'estomac, dans le bulbe. Donc qu'est-ce qu'elle va permettre cette endoscopie? D'effectuer des biopsies, si elle est ulcère gastrique, mais aussi d'effectuer des biopsies, on va le voir, pour la recherche des Helicobacter pylori. Si c'est une ulcération gastrique, je dois faire des biopsies multiples. Parce qu'on a dit, c'est un cancer, jusqu'à preuve du contraire. Donc, un ulcère gastrique peut dégénérer, un ulcère duodénal ne dégénère jamais. Donc, tout ulcère suspect, toujours réaliser des biopsies multiples, car on peut être devant un cancer ulcéré. Toujours contrôler un ulcère gastrique après traitement. Par exemple, si le patient va, donc vous l'avez vu au premier, vous l'avez emprunté chez le gastro-entérologue, ensuite, tiens, il n'a plus envie d'aller chez son gastro, il a envie de vous revoir, vous êtes le médecin de famille. Ah, est-ce que l'éradication a été contrôlée? Est-ce que c'est un ulcère gastrique? Vous avez refait la fibroscopie? Le patient dit, je ne suis pas retourné. Eh bien, c'est très très important. Donc, pour l'ulcère duodénal, on a dit, ce n'est pas nécessaire de le biopsier parce qu'il ne cancérise jamais. Maintenant, on a parlé de ces hélicobactères. Doit-on finalement
rechercher la présence de ces hélicobactères? Si oui, quand et comment? Donc en fait, il y a différentes méthodes. Donc vous avez tous entendu parler de l'ANAPAC, le test respiratoire. Donc il utilise les propriétés de cet HP à scinder. Il a une activité enzymatique, l'uréase. Donc ensuite, il y a production de CO2, et c'est ce CO2 qu'on calcule dans le test respiratoire. Sérologie et recherche d'HP. À votre avis, comment fait-on le diagnostic? Alors, étude ANAPAC, oui ou non? Très bien. Étude bactériologique, PCR et culture, oui ou non? Oui. Breath test? Oui. Sérologie? C'est mitigé? Eh bien non. Recherche d'antigènes HP dans les selles? Très bien. Donc c'est important qu'on sache, parce que vous recevez des patients, vous allez dire, il va vous dire l'hélicobacter, tiens, le test respiratoire il coûte plus cher. Oh, la sérologie c'est un examen sanguin. Est-ce que si je fais une sérologie c'est mieux? Vous allez me dire? Eh bien non, attention. La sérologie, ça a une valeur prédictive négative. C'est comme les dédimères dans l'embolie pulmonaire. Si c'est négatif, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Si c'est positif, il faut confirmer par autre chose. C'est la même chose dans l'HP. Si la sérologie est positive, cela veut dire que le patient a été en contact avec l'HP. Mais si c'est négatif, ça veut dire que c'est la maladie. Il n'y a pas d'hélicobacter dedans. Donc là, on va aller rapidement. Donc voilà, donc il y a un protocole, c'est bon à savoir, il y a un protocole de Sidney, mais je ne sais pas que la maladie ulcéreuse, on le fait aussi dans les gastriques, d'accord? Donc il y a un protocole, c'est-à-dire qu'on doit faire 2 biopsies au niveau de l'antre, donc une biopsie, biopsie entre, fundus et au niveau de l'angulus. Et donc ça nous permet de faire une classification. Donc voilà, s'il y a de l'atrophie, s'il n'y a pas, ça c'est pour la gastrite. D'accord? Mais bon, c'est quand même, parce que vous allez être confronté à ça. Est-ce qu'il y a de la dysplasie, je surveille? Est-ce qu'il y a de la métaplasie, je surveille ou pas? Est-ce que s'il y a de l'atrophie, je surveille ou pas? En fait, tout est codifié. S'il y a de l'atrophie, quand c'est diffus, s'il y a de l'atrophie diffuse et de la métaplasie diffuse, je surveille. Sinon, vous voyez, c'est espacé. Donc là, n'a pas autre chose, à part l'examen anatomopathologique, il y a ce qu'on appelle la culture de l'amplification. Donc ça, c'est utilisé quand on veut faire, par exemple, un antibiogramme de l'hélicobacter. C'est-à-dire pour faire un traitement qui est ciblé. Mais chez un traitement probabiliste. Mais c'est fait dans des conditions particulières. C'est pas, on ne peut pas le faire, par exemple, les labos qui le font, par exemple à l'Institut Pasteur, on ne peut pas le faire ici et donner des prélèvements aux patients idéaux. D'accord? Il doit se faire parce qu'il y a des conditions de transport, il doit se faire là-bas. Par exemple, chez un gastroentérologue là-bas, avec dans un prélèvement, un transport particulier, avec des conditions particulières. Le test respiratoire, il est disponible donc dans les labos. Il est sensible et spécifique. Mais attention, ils vont venir vous poser la question et après, est-ce que je fais test respiratoire? Oui. Il faut arrêter les antibiotiques 4 semaines avant et les IPP 2 semaines avant. Les anti-H2, ils peuvent influencer, au moins c'est recommandé de les arrêter 48 heures avant. Et c'est le meilleur test pour contrôler l'éradication. Parce que par exemple, un ulcère duodénal, donc j'ai fait la fibro, j'ai trouvé un ulcère duodénal. Je traite mon patient, ensuite je ne vais pas refaire la fibro pour contrôler mon éradication. Mais les je lui fais un test respiratoire. Par contre, ce n'est pas le cas, attention, pour l'ulcère gastrique. Si j'ai fait ma fibro, j'ai trouvé un ulcère gastrique, je l'ai traité, je dois refaire la fibro parce que je dois refaire des biopsies, parce que je dois contrôler, mais je pas l'éradication, mais la cicatrisation, jusqu'à ce qu'il disparaisse. S'il ne disparaît pas, on ne sait jamais, il peut y avoir un cancer caché. Donc la sérologie, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc aucune place dans le contrôle de l'éradication. Recherche des gènes de l'antigène d'HP dans les cellules, oui, mais ça
coûte cher, donc actuellement, ce n'est pas disponible à votre niveau. Donc voici, ça c'est un algorithme pour la recherche de l'infection. Donc vous voyez bien en haut, les patients ayant un syndrome ulcéreux, il faut rechercher donc l'hélicobactère pylori. Vous voyez bien, par exemple, la sérologie, si c'est négatif, il n'y a pas d'infection. Mais si c'est positif, on doit toujours confirmer par un deuxième prélèvement. Donc voilà, on arrive, traitement probabiliste ou traitement guidé par l'antibiogramme. Je connais exactement ce qui est en HP et quels sont les antibiotiques qui lui font. Comment traiter et prévenir les maladies ulcéreuses? Donc en fait, le problème majeur, le souci ici ou dans le monde, c'est la résistance, le souci de la résistance aux antibiotiques auxquels nous sommes confrontés. Donc, et pour qu'un traitement soit efficace, il faut qu'il y ait un contrôle optimal du pH. C'est pour ça qu'on va utiliser les IPP. Il faut qu'il y ait au moins 2 antibiotiques efficaces sur l'Helicobacter pylori. Et bien évidemment, la durée du traitement, actuellement, c'est 14 jours. On va voir, il y a une autre à 10 jours. Donc, 10 à 14 jours, il faut qu'il y ait une observance. Sans observance, le traitement risque de ne pas être efficace. Donc en fait, il y a 2 entités, comme on l'a dit, traitement probabiliste et le traitement guidé. Donc voilà, quand on a la possibilité de faire l'antibiogramme, comme on a dit tout à l'heure, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Donc l'HP, on est dans une zone d'endémie, vous recevez des patients et tout ça. Donc en général, on commence par un traitement probabiliste. Maintenant, dans le traitement probabiliste, les recommandations, donc il y a 2 types. Ou bien il y a le traitement bismuté ou bien non bismuté. Bismuté, donc il contient du bismuth, donc c'est celui qui était vendu en France, donc sous forme de Pilera. Actuellement, il y a le générique en Algérie. Donc, la quadrithérapie bismutée, donc c'est quand même un traitement qui est efficace, mais qui est astreignant. Vous vous rendez compte ce que c'est que de prendre 3 gélules 4 fois par jour. D'accord? Donc c'est pendant 10 jours. Et attention, quand on prescrit donc on ajoute avec un inhibiteur de la pompe à proton. Mais attention, l'IPP utilisé, ce n'est pas tous les IPP. C'est l'oméprazole de première génération, uniquement. Pourquoi? Parce que le bismuth a besoin de l'acidité pour être absorbé. Donc on utilise l'IPP de moins, celui qui diminue le moins l'acidité, c'est la première génération. D'accord? Donc IPP 2 fois, et les IPP c'est le matin un jeun et le soir 30 minutes avant le repas, plus le traitement bismuté. Donc l'effet de la tétracycline fait le bismuth et fait le métronidazole. Donc il faut dire qu'aux patients que ça peut colorer les selles en noir, c'est comme le chapeau. D'accord? Et voilà. Par contre, il y a d'autres traitements concomitants, donc on donne la quadrithérapie. L'amoxicilline, c'est un traitement, c'est un antibiotique qui est majeur dans le traitement de l'Helicobacter pylori. La clarithromycine, métronidazole et IPP également, mais de préférence, utiliser l'IPP, ça ne veut pas dire que c'est faux. Les IPP peuvent être utilisés, mais dans les recommandations, les oméprazoles et le rabéprazole qui n'est pas disponible à notre niveau. Donc, dès qu'on traite, il faut contrôler l'éradication. Donc, utilisation des INS, je crois qu'on a dépassé le temps, très important. Donc, attention, les INS, donc il faut toujours donner, est-ce que je donne des traitements préventifs ou non? Avec les INS, oui, mais à des conditions. Si le patient, il y a des recommandations, si le patient a plus de 65 ans, s'il y a un antécédent d'ulcère duodénal. Donc, doit-on éradiquer l'hélicobactère avant l'administration des INS? De préférence, oui, puisque c'est des patients qui vont être sous PP au long cours. C'est comme l'histoire du RG. Donc, selon les recommandations, il faut mieux chercher l'hélicobactère, l'éradiquer, ensuite vous êtes à l'aise, puisque c'est un agent carcinogène, attention. Donc, je suis devant ma maladie ulcéreuse, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est une fièvre grave, c'est la chirurgie.
Si c'est une forme non grave, IPP. Si c'est un ulcère gastrique, je donne simple dose, 4 à 8 semaines. Donc si c'est un ulcère duodénal, je donne 4 semaines. J'éradique mon hélicobactère, je contrôle mon éradication. Donc si il est sous AINS, donc traitement préventif si prescription en cours, et attention toujours arrêt du tabac, on n'insistera jamais assez. Donc retenons que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est une pathologie fréquente, elle est bénigne, elle est grave, sans complications. Il y a des formes qui sont peu symptomatiques, diagnostic évoqué par la clinique, confirmé par l'endoscopie digestive, l'éradication de l'HP avec les IPP, arrêt des facteurs